Âgée, ça va 10 à 15 fois plus vite, et elle laissera probablement donc 10 à 15 fois plus de structures, de personnes en individuel et en entreprise sur le côté si elle n'est pas adoptée, ou en tout cas comprise, à minima. Bonjour et bienvenue dans l'émission Ambition. Je suis Lydia Biscry. Dans cette émission, je vais recevoir mes invités qui vont nous partager leur ambition, la définition qu'ils en ont, la raison pour laquelle ils font les choses, finalement, ce qui les anime. Pour ma part, je tenais à ce que chacun et chacune ait le droit à cette prise de parole en public et dans les médias. J'espère que cette émission vous plaira et qu'elle inspirera aussi votre ambition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Laurence Bricteux. Bonjour Laurence. Bonjour Lydia. Laurence, tu es entrepreneuse, également formatrice et je suis vraiment ravie de te recevoir à l'émission Ambition. Je démarre toujours en demandant à mon invité quelle est sa définition déjà de l'ambition pour toi. Alors l'ambition pour moi c'est compliqué, j'ai réfléchi depuis plusieurs jours, depuis que je sais qu'on va se voir et moi l'ambition c'est un mot pas qui me dérange mais qui m'interroge toujours beaucoup parce que je pense que l'ambition c'est d'abord énormément de persévérance. C'est beaucoup de travail, comme je te l'expliquerai probablement tout à l'heure, mais c'est aussi beaucoup de chance. Et c'est parvenir à connecter des points. Est-ce que c'est de l'ambition? Oui, je pense qu'on a l'ambition. Moi, j'ai eu l'ambition, je suis maman, l'ambition de faire en sorte que ma fille grandisse bien, soit heureuse, ça c'est mon ambition. Mais je crois que mon ambition, elle est plus là qu'elle n'est dans le cadre professionnel, en fait. Alors, c'est intéressant. Je reviens toujours à l'enfance, la manière dont on a évolué dans son foyer familial. Je sais que tu es d'origine belge. Je sais aussi que tu as fait des études de journalisme. Tu as travaillé à la radio, même si après tu t'es orienté vers l'entreprise. Comment tu as évolué dans ton foyer familial? Qu'est-ce que tes parents t'ont inculqué plus jeune? Alors mes parents étaient entrepreneurs, enfin mes parents étaient chefs d'entreprise tous les deux. Mon père était ingénieur polytechnicien et consultant. Ma mère était chef d'entreprise, elle était patronne de presse. Donc moi j'ai vécu avec des parents qui travaillaient beaucoup, qui étaient hyper occupés. On parle des années 70, 70-80. Donc la réussite, moi j'ai vu la réussite de ma mère, qui est un exemple pour moi, qui a réussi dans les années 80 en partant de rien, parce qu'en plus niveau diplôme, etc., elle venait vraiment de pas élevé, et elle est quand même devenue patronne d'un groupe de presse en Belgique. Donc pour moi, très clairement, enfin, cet environnement familial, parental, m'a démontré ce que c'était que les valeurs du travail, de ne jamais lâcher, de ne jamais renoncer, et aussi que c'était fait de haut et de bas. Parce que j'ai vécu avec mes parents des hauts, mais j'ai aussi vécu beaucoup de bas. Donc forcément, je connais ces deux dimensions-là de l'entrepreneuriat. Alors, tu dis que ta maman était patronne de presse. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de faire des études de journalisme, de travailler à la radio? Est-ce que tu te disais, eh bien, je vais suivre le chemin de ma mère? Alors c'est amusant, c'est assez complexe, donc là je vais déjà dire quelque chose de très honnête. En fait, mon rêve c'était d'être médecin au départ. Et puis il s'est fait qu'à l'époque, on n'avait pas le même système d'orientation dans les études que ce qu'on a aujourd'hui. Et donc j'étais une très bonne élève, mais j'étais pas très bonne en sciences. Et donc on m'avait fait comprendre que clairement la médecine, c'était peut-être pas le truc le plus évident. Et j'avais un père polytechnicien, ne l'oublions jamais. Et donc on m'a un petit peu, on va dire, découragée d'aller rater médecine, dans leur perception en tout cas. Et donc, résultat des courses, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je pourrais faire derrière?» Et du coup, c'est vrai que ça s'est vraiment posé comme question. Et je me suis dit: «Journalisme, pourquoi pas?» Parce que j'aimais beaucoup écrire, j'aime toujours beaucoup écrire. Et puis probablement parce qu'en effet, moi, j'ai grandi avec des piles de magazines, des piles de Elle, puisque ma mère est patronne du Elle, des piles de magazines d'écho, des piles de magazines de presse politique, que j'achète encore, hein. Moi, j'ai encore pour 10 centimètres de presse toutes les semaines. Ça te passionne, Ça me passionne la toujours. presse et les C'est médias? resté, c'est resté. Donc je pense qu'en effet, j'ai fait le bon choix en faisant mes études de journalisme. Je pense que je ne me suis pas plantée en le faisant. En fait, parce que tu t'es régalé quelque part, même si quelques années après, tu te retrouves en poste au sein d'une entreprise américaine incontournable, Apple. C'était une opportunité, Laurence, quand tu as intégré Apple. On est venu te chercher, tu as candidaté.
Alors Apple, c'est très amusant parce qu'avant avant de rejoindre Apple, moi j'étais porte-parole ministérielle, c'était mon premier vrai job en Belgique. Donc là, on avait, on va dire, une suite logique de journalisme vers la politique et la politique quelque part, là je la coche, mais c'est quelque chose, on a compris, qui m'intéresse beaucoup. Et donc quand j'ai quitté le cabinet ministériel, je voulais pas refaire un deuxième mandat et donc j'ai postulé et j'ai eu cette chance énorme, et c'est pour ça que je parle beaucoup de chance, j'ai eu cette chance énorme que Apple publié pour une fois une offre d'emploi, ce qui était rarissime. Ils ont publié une offre d'emploi. Ils cherchaient un Marcom Benelux. J'ai postulé. Je ne correspondais à aucun des critères de l'offre d'emploi. Aucun, clairement. J'ai postulé. J'y suis allée au culot, ça c'est clair. J'y suis vraiment allée au culot. Et j'ai eu le poste. Et je suis rentrée chez Apple. Et puis après, j'ai fait 10 ans chez Apple Europe. Mais clairement, Apple au départ, c'était absolument pas quelque chose qui était prévu d'arriver et qui était, voilà, c'est vraiment là, c'est un premier coup de bol, on va dire. J'ai rejoint cette équipe, d'abord l'équipe Marcom Benelux, enfin Benelux, Belgique, Luxembourg. Et puis j'ai rapidement rejoint Pascal Cagny, qui était devenu le nouveau vice-président EMEA, donc Europe, Moyen-Orient, Afrique à Paris, aux Ulysses. Et donc moi je suis partie là-bas pour rejoindre son équipe et puis m'occuper de toute la communication produit de la marque, ce qui m'a fait en fait voyager énormément parce qu'à l'époque on voyageait encore beaucoup aussi. Je parle du début des années 2000. Et donc à chaque fois qu'un nouveau produit s'annonçait en Californie, avec toute la confidentialité qui entourait à l'époque les lancements de produits, ben, très clairement, je passais finalement plus de temps quasiment en Californie qu'à Paris pour m'occuper justement de toute la production de ce matériel. Voilà. Donc déjà ça, moi, ça m'a énormément formée. D'accord. Et les postes que tu as occupés après, chez Monster, dans d'autres entreprises, c'était assez facile pour toi finalement d'obtenir ces postes. Et ensuite, passé, je dirais, l'âge de 45 ans, malheureusement, dans le monde du travail, on est considéré comme senior. Donc, j'ai lu l'article de l'Obs dans lequel tu es intervenu, où tu as partagé avec sincérité, authenticité ce à quoi tu t'es confronté. Jusqu'alors, ce que tu nous expliques, c'est que de la réussite, c'est que du succès. J'aimerais bien qu'on s'arrête un instant sur ce à quoi tu es confronté. Et peut-être que ce à quoi tu as été confronté t'a amené quelque part à entreprendre. Peut-être pas que, mais c'est-à-dire que sur le marché de l'emploi, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? Très clairement, moi j'ai eu cette chance énorme, ce que je dis toujours, de n'avoir jamais cherché de boulot jusqu'à 45 ans. Chaque fois, je suis allée d'un poste à un autre poste, à un autre poste, à un autre poste. Une fois que j'ai quitté Apple, on est venu me chercher pour Monster. Quand j'ai quitté Monster, on est venu me chercher pour diriger le pôle digital d'énergie. J'ai toujours fonctionné par chasse de tête et par approche directe. Et c'est quand j'ai quitté Énergie, à mon premier départ volontaire, je me suis dit, bah, pas de souci, en fait, je vais continuer à avoir exactement le même processus. Je savais quelque part, parce que je reviens 2 secondes, mais quand j'ai travaillé pour Monster en 2008 et 2011, à la période où il y a eu la grosse crise, Lehman Brothers, c'est la grosse crise des banques. Et là, on a vu déjà la première phase de chômage important en France Mhm. et on faisait des salons, ce qu'on appelait des salons objectifs plein emploi. Et on voyait, en fait, on accompagnait des demandeurs d'emploi. Et moi, c'était peut-être la première fois, je revenais aussi en France à ce moment-là, mais c'était aussi la première fois de me dire, mon Dieu, il y a énormément de gens qui me ressemblent un peu ou qui commencent à me ressembler un petit peu, qui sont en train de faire la file dans nos salons et de se dire: «J'ai quand même de la chance». Clairement, je reviens toujours avec ce mot chance, mais j'y tiens, et donc clairement, ça peut arriver, quoi, et ça permet de toucher la réalité. Peut-être on est un peu enfant gâté au départ, puis là, on se dit: «Ça peut arriver». Puis c'est vrai que Monster, Énergie, ça s'est bien passé. J'ai quitté Énergie, j'ai peut-être un peu oublié, on va dire, ce que j'avais vu chez Monster et puis, j'ai quitté Énergie et puis j'ai pas retrouvé. Et là, j'ai recontacté tous les chasseurs de tête, parce qu'il y en avait pas mal, à l'époque qui me suivaient, pour leur dire: «Bah, tiens, t'as pas un boulot, machin, il y a des opportunités, qu'est-ce qui se passe?» Alors clairement, j'arrivais sur un creux, on va dire, de recherche de cadre, mais on m'a aussi expliqué déjà là pour la première fois, j'avais 46 ans, on m'a dit: «Tu sais, tu dirigeais le groupe, enfin, tu avais un poste de direction générale adjointe, tu dirigeais un pôle digital, tu as 46 ans, tu dois comprendre que clairement, pour du digital ou pour du numérique, ça devient un petit peu plus âgé, donc ça se fait un peu moins facilement», et cetera, et cetera. Donc moi, j'ai entendu ça, je me suis dit: «Bon, OK, on prend le message, quoi, mais on va quand même essayer de faire en sorte que ça se passe bien». Et de fait, mon téléphone est resté totalement silencieux pendant 6 mois. Donc à ce moment-là, je confirme que ça a été ma première prise de conscience du fait de me dire: «Bah, à 46 ans, clairement, on commence à périmer par rapport à un certain type de poste, en tout cas». Alors que je connais en fait des femmes et des hommes qui sont effectivement seniors dans le milieu de l'emploi, mais qui sont au niveau digital, nouvelles technologies, innovation, beaucoup plus capés ou beaucoup plus au fait que certains juniors. Donc
Après, c'est comment, effectivement, la société accepte, le dirigeant d'entreprise est d'accord pour recruter des personnes qui sont, je dirais, seniors. Parce que c'est un vrai sujet et disons-le, une discrimination à l'emploi comme il en existe d'autres, lorsqu'on discrimine des seniors à l'emploi. Très clairement. Et moi, ce qui est assez amusant, c'est que du coup, moi, sur cette période, justement, sur mes 46 ans, j'ai décidé, pour des raisons qui me sont aussi personnelles, mais de me dire, je reprends toute ma vie un petit peu à zéro. Je suis venue m'installer ici à Marseille, ce qui explique aussi pourquoi je suis arrivée à Marseille en 2013. Moi, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Ben, j'ai appris à coder. Donc moi, j'ai appris à coder à 46 ans. J'ai fait de la formation. J'ai eu la chance de découvrir les premiers MOOC, donc les premières formations à distance qu'on pouvait faire par Internet. Je me suis mais régalée, j'adore apprendre. Je me suis régalée à le faire. Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion justement de me former et justement de démontrer quelque part, et de me démontrer probablement un petit peu aussi, que en effet, je n'étais absolument pas ni périmée, ni en capacité de pouvoir comprendre tout ça. Et donc, oui, je rejoins tout à fait ce que tu viens de dire sur le fait que, clairement, il y a une discrimination, et cette discrimination, on le confirmera par la suite, elle ne fait qu'augmenter avec les années qui passent, hein, ça c'est très clair. D'accord. Alors justement, ton arrivée à Marseille en 2013, qu'est-ce qui fait que tu viens t'installer, dans le sud? D'abord Marseille, pourquoi ce choix? Un choix de Marseille, il est particulier. Enfin, il est dû à plein de choses. Il est dû d'abord à une histoire familiale, en fait, au début de la Seconde Guerre mondiale, en fait, quand les Allemands sont rentrés en Belgique. Mon grand-père avait été fait prisonnier, avait été envoyé en camp de travail. Et en fait, ma grand-mère et ma mère, en fait, sont partis, sont descendus, comme beaucoup de Belges. En fait, ils sont descendus vers le sud et ils ont essayé de fuir potentiellement l'arrivée des Allemands. Ils sont venus se réfugier à Marseille. Et donc, en fait, ma mère a été pendant 2 ans et demi. Elle est trop petite, en fait, pour pouvoir témoigner de ça. C'est une période très compliquée, hein, parce qu'ensuite Marseille a été bombardée, en fait, Bien etc. sûr. Donc ensuite, ils sont remontés en Belgique. Mais il se fait que ma grand-mère, l'histoire est un peu longue, mais elle a vraiment un sens. Il se fait que ma grand-mère, qui n'a jamais parlé de ça, comme quoi c'est une période traumatisante pour elle, elle n'en a jamais parlé. Bien sûr. Elle avait sa cuisine qui était tapissée de cartes postales de Marseille de l'époque. Et C'est donc moi j'ai incroyable. grandi avec des cartes postales de Marseille et en n'ayant jamais eu un son de ma grand-mère m'expliquant ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, elle est décédée avec ce mystère, et que même ma mère n'a pas réussi à creuser plus, parce que c'était vraiment quelque chose qui était assez secret. Et voilà, et donc pour fermer cette parenthèse-là, moi donc du coup quand je me suis dit en 2013 qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais, puisque clairement Paris c'était compliqué, et puis bon il y avait rationnellement des raisons de coût, moi j'avais une vie à gérer, j'avais un appartement à Paris, j'avais fait un investissement à Marseille, parce qu'il se fait aussi que, clairement, quand j'étais chez Monster, le siège d'Europe du Sud de Monster était à Marseille aux Arnavaux. Donc ça tombe bien quand Ça, même. voilà, donc j'avais quand même côtoyé Marseille, et je m'étais acheté un petit pied-à-terre ici, et je me suis dit: «Bah, tiens, c'est l'occasion de repartir à zéro et d'aller m'installer justement au soleil, avec ma fille qui à l'époque avait 7 ans et demi, et Rose. Et voilà, donc je suis venue m'installer en me disant de manière très naïve, soyons et très optimiste, que j'allais trouver le job de mes rêves plus facilement à Marseille qu'à Paris. Est-ce que tu t'es trompée? Totalement. Totalement. Non, mais évidemment, aujourd'hui, je le dis en souriant, parce que clairement, c'était pas. En plus, je parle de 2013. L'histoire serait peut-être un peu différente aujourd'hui, mais à l'époque, en 2013, c'était compliqué. Mais bon, j'ai fait le pari. Ça m'a aussi obligé, peut-être enfin, peut-être, je pense qu'on va revenir là-dessus un moment, mais ça m'a aussi obligé à me reconstruire moi-même et à me redéfinir, en fait, et à redéfinir ce que je voulais. Je vais dire, je suis arrivée à 46 ans, c'est un peu une deuxième partie de vie, comme j'aime bien le dire. C'est une deuxième partie de vie de me dire qu'est-ce que j'avais envie de faire de ma seconde partie de vie. D'accord. Voilà. Alors justement, ce que tu as envie de faire, de ta seconde partie de vie, tu as participé à la création de Simplon, où il y a une dimension, d'insertion professionnelle, de diversité, qui aujourd'hui, recrute, forme, des personnes dans le domaine du développement web. Alors c'est de nouveau de la chance et des points qui se connectent, parce qu'en fait, quand je suis arrivée à Marseille, comme je connaissais vraiment pas grand monde d'ici et que j'avais appris à coder, ce que j'ai fait, j'ai créé les ateliers goûter du code, donc qui formaient des enfants accompagnés de leurs parents aux bases du codage. J'ai fait ça pendant 3 ans, et très vite, en fait, comme c'était un peu la grande tendance ou la mode, on va dire, au sein du ministère de l'Éducation nationale, le ministère du numérique, à l'époque c'était Najat Vallaud-Belkacem et Axel Lemaire, heu, ils ont essayé de regrouper les énergies territoriales, et il se fait que Simplon,
qui est né en 2013, donc la même année, a démarré en grande partie avec des coding goûtés également, des ateliers de code. Et donc il se fait que j'ai côtoyé Simplon et d'autres acteurs dans ces rencontres où on se retrouvait, au cabinet de la ministre ou dans des réunions et cetera, pour parler du code, l'enseignement de la formation au code des enfants et cetera. Donc moi, ma première sensibilisation à Simplon, de nouveau, hein, c'est des points qui se connectent. J'ai un point qui s'est connecté à l'époque avec Frédéric Bardot, et une partie de son équipe, enfin, qui était à l'époque toute petite. Voilà, et puis j'ai fait d'autres choses entre 2013 et 2017. Et puis j'ai appris par un ami que Simplon cherchait à monter sa première filiale véritable en région et qu'il voulait la monter à Marseille. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais postuler. Et donc j'ai postulé, et puis j'ai été choisie. Et je me suis donc retrouvée finalement à développer la structure de Simplon en région sud, en partant vraiment de zéro, puisqu'il y avait absolument rien. Donc on avait juste un lieu, c'était le cloître, mais c'était tout. Et donc l'idée, bah, il a fallu aller chercher les financements, trouver les publics, sensibiliser les parties prenantes, etc. Sachant que Simplon, l'objectif vraiment de Simplon, c'est de former les personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi à des métiers qui vont leur permettre de revenir en emploi. Simplon forme en fait des demandeurs d'emploi, des personnes en reconversion, des personnes en situation de handicap, des réfugiés, donc tous les publics en fait vers lesquels on ne s'adresse pas de manière prioritaire. Alors, c'est suite à cette expérience chez Simplon que tu entreprends. Aujourd'hui, tu accompagnes des entreprises. Tu es également formatrice en intelligence artificielle générative. Je rappelle un chiffre, 65 000 PME en France sont défaillantes. Qu'est-ce que toi, tu proposes à une entreprise? Quels sont tes services et qu'est-ce qui leur permettrait finalement de se développer ou de maintenir leur notoriété, leur chiffre d'affaires? En fait, moi, ce que je propose, d'abord, c'est déjà une expérience, on va dire, assez large dans toute une série de structures, ça c'est clair. Donc, je parle forcément des boîtes américaines ou américano-françaises pour lesquelles, ou même françaises pour lesquelles j'ai travaillé, on va dire, dans ma partie corporate. J'apporte également la connaissance de la PME, puisque je suis administratrice indépendante au sein d'une petite PME cotée à l'Euronext, qui s'appelle Enogia, ici sur le territoire, et qui travaille dans les deep tech. Une fois qu'on a dit ça, je fais également de la formation en intelligence artificielle générative parce que ça me passionne. Je suis passionnée par l'innovation, je suis passionnée par l'IAG et donc ça, c'est quelque chose sur lequel je vis, intelligence artificielle générative. Et donc, j'essaye de mélanger un petit peu l'ensemble de ces différentes compétences, que sont donc la connaissance du corpo, la connaissance de la PME, de la gouvernance, des attentes d'équipe, de la transformation numérique. Bref, j'essaye de combiner un peu l'entièreté de tous ces éléments pour essayer de proposer quelque chose d'un petit peu sur mesure par rapport aux entreprises. Pour le moment, par exemple, je fais pas mal de formations à l'intelligence artificielle générative, initiation dans des entreprises du territoire. J'ai formé, par exemple, Expedia dernièrement, qui a une partie de ses sièges à Marseille. Donc voilà, donc ça fait partie, c'est un exemple de personnes que j'accompagne, enfin, de structures que j'accompagne. L'intelligence artificielle générative, c'est quoi? Je sais qu'on en parle beaucoup plus maintenant parce qu'il y a l'outil ChatGPT, OpenAI, Claude, mais ça existait déjà auparavant l'intelligence artificielle. Toi qui es passionné de numérique, d'innovation, tu nous en parles? Alors, l'IAG, l'innovation qui a connu la croissance, l'adoption, le taux d'adoption le plus rapide de l'histoire de l'innovation. Ça, c'est déjà un premier point. Quand on pense qu'il y a 2 ans et demi, en fait, personne ne connaissait Tout ChatGPT. à fait. Et Mhm. aujourd'hui, quasiment Tout le monde tout le monde l'utilise, l'utilise, hein. hein. Et l'utilise autant pour le travail qu'il l'utilise pour faire ses courses, pour faire un programme de fitness, ou même pour Une prendre organisation de séjour, vacances. des vacances, prendre une photo de son frigo et demander une analyse de ce qu'il y a dans le frigo et de faire des recettes. Tout ça fonctionne parfaitement bien. Donc, clairement, c'est quelque chose qui a déjà pris sa place totalement dans la vie de tous les jours. Donc, c'est un premier fact, enfin, c'est le premier fait évident, c'est une première évidence. Maintenant, la façon, moi, dont je la vois, l'intelligence artificielle générative, c'est hyper difficile à dire. Et donc, moi, je ne serai jamais l'oracle par rapport à ça. Ça va à une telle vitesse. Il y a tellement d'acteurs. Hier encore, pour l'anecdote, j'ai testé la nouvelle IAG chinoise, Deep Tech. C'est juste quasiment aussi performant que ChatGPT. C'est chinois, c'est gratuit. Donc, en fait, pour le moment, on ne sait pas. Tout arrive dans tous les sens. On ne sait pas où on va. Ce qu'il faut juste, par contre, et c'est peut-être la seule chose que je voudrais rappeler, c'est qu'il faut s'y intéresser. Il faut suivre un tout petit peu ce qui s'y passe. Parce que si on rate cette vague, pour moi,
on ne la rattrapera pas. Déjà, la vague du numérique, elle a été très difficile à rattraper pour beaucoup d'entreprises qui se sont dit pendant tout un temps que ça ne les concernait pas ou qu'on verrait plus tard et qui se sont retrouvés un moment ou l'autre à la ramasse. L'IAG, ça va 10 à 15 fois plus vite. Et elle laissera probablement donc 10 à 15 fois plus de structures, de personnes en individuel et en entreprise sur le côté si elle n'est pas adoptée, ou en tout cas comprise, à minima. Je suis d'accord avec toi. Et est-ce que selon toi, ça peut détruire de l'emploi, puisque c'est ce dont les gens ont peur aujourd'hui? La question se pose forcément de destruction de l'emploi. Après, on s'est posé les mêmes questions avec Internet, on s'est posé les mêmes questions. À chaque innovation disruptive, on s'est posé les mêmes questions de se dire « Ah ben voilà, on arrête le cheval, les carrioles avec les chevaux, on passe à la voiture. » Enfin, on s'est posé ces questions. Je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas une béate face à l'IAG, ça je tiens à le dire. Mais très clairement, on ne sait pas aujourd'hui, mais il ne faut pas être pessimiste. Parce que de nouveau, si on ne voit pas le côté constructif et si on ne l'adopte pas, aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'est intelligente que parce qu'elle a un humain à côté D'accord. d'elle pour pouvoir la gérer. Merci Laurence pour cette conversation. Et puis à très bientôt. Merci à toi, merci de ton invitation. J'espère que cette émission vous a plu et qu'elle vous a aussi inspiré. Pour ne rater aucune interview, abonnez-vous à notre chaîne et je vous dis à bientôt.